Le débat du jour. Adrien Delgrange. Eh bien bonjour et bienvenue à tous. Alors certes, depuis l'avènement d'Internet, ce qu'on appelle les géants du web se sont immiscés dans notre quotidien, mais de manière presque insidieuse. Au fil du temps, les GAFA, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, mais aussi Airbnb, LinkedIn, Microsoft, Netflix, Twitter, Uber, Yahoo ont grossi, à tel point qu'Apple, par exemple, peut s'enorgueillir d'être devenue la première firme valorisée à plus de 1000 milliards de dollars en bourse. Et nous y sommes pour quelque chose, nous, internautes, puisque nous avons cliqué, recliqué, parfois acheté et laissé nos informations personnelles. Tout ceci a une valeur considérable. L'Europe veut aujourd'hui sa part du gâteau, d'où cet appel lancé cette semaine par Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières chez nos confrères de France Inter. Je lance ici un appel à ce que les États membres de l'Union européenne adoptent d'ici à la fin de cette année la proposition concrète, modeste, mais sérieuse, d'une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires des entreprises du net qui font plus de 750 millions de chiffre d'affaires mondial et 50 millions de chiffre d'affaires en Europe. Alors l'Europe arrivera-t-elle à faire payer davantage les GAFA? En a-t-elle les moyens? Le problème ne se pose-t-il pas à l'échelle mondiale? Telles sont les questions que nous nous posons ce soir sur RFI. Et pour en parler, en direct du Parlement européen à Strasbourg, Virginie Rosière. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes eurodéputée française, coprésidente des Radicaux de gauche, et en studio à Paris, Thomas Dauthieu, directeur adjoint de la conformité à la CNIL. La CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Bonjour monsieur. Bonsoir. Alors tout d'abord Virginie Rosière, dites-nous quel est votre point de vue en tant qu'eurodéputée sur cette éventuelle taxe GAFA? C'est une brique qui permet de résoudre une anomalie en fait. Cette anomalie, c'est que les entreprises du numérique aujourd'hui paient moins de 9% d'impôts sur les sociétés, alors que les entreprises qui ont une activité physique sur le sol européen sont en moyenne à 23% d'impôts sur les sociétés. C'est une distorsion de concurrence et on se dit que c'est pas tout à fait normal que les GAFA qui engrangent des profits colossaux n'en reversent pas une partie pour financer les services publics et la société européenne. Alors pas plus tard qu'hier, le ministre français de l'économie Bruno Le Maire a plaidé au Parlement européen en faveur d'une décision claire, nette et forte de l'Union européenne pour la mise en place d'une taxe. Le problème, c'est qu'en matière fiscale, en Europe, il faut avoir l'aval de l'unanimité des 28 États membres. Comment faire alors, madame ? On va faire preuve de persuasion. Je suis satisfaite de voir que le gouvernement français se mobilise. On a effectivement quelques résistances parmi les États membres. Évidemment, les pays qui ont fait un avantage comparatif par une fiscalité très avantageuse pour les entreprises ne sont pas très satisfaits. Je pense évidemment à l'Irlande, aux Pays-Bas, à Malte. Et puis plus surprenant, on a l'Allemagne aussi qui pour l'instant est très frileuse, alors que quand même on pourrait attendre qu'elle soit plus ambitieuse en matière d'équité fiscale. Donc effectivement, la proposition qui est sur la table est un début en fait. S'agissant de la lutte contre l'optimisation fiscale, c'est une première proposition assez concrète, assez limitée, mais qui a le mérite de pouvoir rentrer en vigueur rapidement. Et puis dans un second temps, on a des projets de plus long terme qui permettraient de toucher non seulement les entreprises du numérique, mais aussi d'autres multinationales qui pratiquent l'optimisation fiscale, qui n'ont rien de numérique, comme par exemple McDonald's ou Starbucks, qui ne seront pas visés par cette première proposition, mais qu'il faudra un jour ou l'autre rattraper également. Alors Thomas Dauthieu, en studio à Paris, dites-nous comment ces géants du web font de l'argent sur nos propres données personnelles. Alors il y a toute une économie qui s'est développée qui, sous couvert de proposer des services gratuits, parce qu'il y a un certain nombre de services proposés par ces plateformes numériques auxquels vous pouvez accéder, mais pour lesquels vous ne payez pas, et bien en fait, en échange de vos données, entre guillemets, de l'utilisation de ces données, et bien ces plateformes vont exploiter ces données, les croiser, les échanger, faire des analyses et puis vous afficher des publicités ciblées par rapport à ce que vous êtes, ce que vous regardez, ce que vous recherchez sur Internet. Et évidemment, ces publicités ciblées, ça vaut très cher parce que ça atteint le cœur de la cible voulue par l'annonceur et donc ça engendre des milliards et des milliards de bénéfices pour ces plateformes. Alors, la France a mis en place le RGPD, Règlement général sur la protection des données. Dites-nous en quoi ça consiste et quel est donc le moyen qui permet de préserver les données personnelles des internautes.
Alors ce RGPD, le règlement général sur la protection des données, c'est donc un texte communautaire. Donc c'est un texte qui va s'appliquer sur l'ensemble des États membres au sein de l'Union européenne. Et en fait, il a une ambition assez vaste. Ce règlement, il est de permettre à chaque citoyen européen, chaque consommateur européen, de maîtriser ses données. Donc ce règlement confère un certain nombre de droits aux personnes dont les données sont traitées. Et parallèlement, ce règlement impose des obligations aux plateformes qui traitent de plus en plus massivement ces données. À côté de cette architecture, le règlement, il instaure dans chaque pays des autorités de contrôle, des autorités de protection. Alors en France, on connaît ça très bien parce qu'on a la CNIL depuis 40 ans. Et donc ces autorités de protection, elles sont chargées de veiller au règlement, à la bonne application de ce règlement, notamment grâce à des pouvoirs de sanction. Virginie Rozière, eurodéputée, le règlement général sur la protection des données va dans le bon sens avant une éventuelle taxe GAFA ? Oui, c'est un premier pas pour mettre en face de leurs responsabilités les plateformes numériques. Ça n'a pas été une mince affaire, parce que la première proposition, je crois, date de 2011, donc on a eu beaucoup de résistance pour faire adopter ce règlement. Finalement, ça a été le cas en 2016, une entrée en vigueur en 2018, donc vous voyez qu'on est sur un calendrier assez long. J'espère qu'en matière de taxation, on pourra aller plus vite. Mais c'est un premier élément fort de souveraineté européenne et que l'Union européenne ait on va dire le courage et la volonté de dire aux géants du numérique, en fait, sur le sol européen, ce sont nos règles qui s'appliquent. Et si vous voulez utiliser les données des Européens, avoir une activité sur le sol européen, vous devez respecter les règles et les valeurs européennes. Je trouve que c'est un premier pas très intéressant qu'il faudra compléter effectivement en matière fiscale, sans doute en matière sociale aussi, parce qu'on sait que pour certaines plateformes, le contournement des obligations on va dire de droit du travail peut être aussi, je pense à tout ce qui va être les services de transport ou de livraison, comme Uber ou Deliveroo. On voit bien qu'on a une question sociale très claire qui se pose. On a aussi des enjeux de contournement réglementaire avec Airbnb. Et puis aussi dans le domaine de la culture, on a une bataille très forte sur le droit d'auteur qui sera, j'espère aussi, un autre levier pour faire contribuer les plateformes numériques au développement de l'économie européenne, et puis assurer une équité entre les géants du numérique et le reste des entreprises qui opèrent dans tous les secteurs. Thomas Dottier, vous vouliez réagir ? Oui, on a parlé tout à l'heure en matière de fiscalité de ce blocage éventuel lié à l'obligation d'avoir l'unanimité entre les États membres. Ce qui est tout à fait intéressant dans le RGPD, c'est qu'en fait, on sort de cette obligation d'unanimité et on permet notamment aux CNIL européennes donc de débattre entre elles et sur, par exemple, le montant d'une sanction et sur le simple fait de devoir sanctionner une grande plateforme numérique. Eh bien, en fait, la décision sera prise avec un vote des autorités et non pas une unanimité. Et donc, en fait, c'est extrêmement important. Ça peut paraître un tout petit peu technique dans le RGPD, mais ça a des conséquences extrêmement concrètes, dans le sens où une grande plateforme numérique ne peut plus choisir de se localiser dans un pays où elle estimerait que l'autorité ou la CNIL est un peu plus faible ou un peu plus conciliante, parce que derrière, cette CNIL ne pourra pas décider toute seule, et dans le cas d'un contentieux, d'une sanction, etc., elle devra discuter avec ses homologues, et la décision sera votée. Et donc, elle ne pourra pas faire blocage aux sanctions éventuelles que décideraient les autres CNIL contre une plateforme numérique. C'est un mécanisme tout à fait novateur et tout à fait intéressant. Virginie Rozière, dites-nous comment faire aujourd'hui pour convaincre les géants du web d'éventuellement payer une taxe à l'Union européenne. Après, il n'est pas forcément question de les convaincre, mais bien de les y obliger. Vous savez, il y a une prise de conscience quand même d'une nécessité d'affirmer une forme de souveraineté européenne face aux géants du numérique. C'est passé aussi par un certain nombre de condamnations. De décisions de la Commission européenne qui ont sanctionné les géants du numérique, et ces sanctions s'appliquent. Ça a été le cas d'Apple qui a finalement remboursé les avantages perçus indûment en raison justement d'un impôt trop faible à l'Irlande. Google a également été sanctionné pour abus de position dominante en favorisant ses propres services sur son moteur de recherche. Et puis Amazon aussi a été sanctionné pour une optimisation fiscale abusive. Donc on voit que cette volonté d'affirmer une souveraineté européenne, elle est là. Et ça, c'est par le biais de sanctions, mais maintenant on doit se doter de règles et les faire appliquer sur le sol européen, y compris avec des sanctions financières lorsque c'est pas le cas. Et c'est vrai que pour le RGPD, pour partir de cette première brique-là, effectivement, il y a un pouvoir de contrôle de la part des autorités nationales, le cas échéant un pouvoir de sanction. Et vous savez, quand c'est la condition pour pouvoir toucher
le marché que représente l'Union européenne, c'est quand même 500 millions d'Européens, eh bien, on a un pouvoir de négociation et un pouvoir, on va dire, de rapport de force en face des géants du numérique qui est non négligeable. Alors à noter cette déclaration aujourd'hui de Tim Cook, le patron d'Apple, qui veut un RGPD à l'américaine. Il l'a dit aujourd'hui au Parlement européen, après avoir salué à plusieurs reprises le travail de l'Europe sur ce règlement général à la protection des données. Tim Cook a appelé son pays à adopter sa propre version de la loi européenne. Thomas Dautieu, est-ce possible un règlement mondial ? Alors possible, en tous les cas, on le souhaite. Ce qu'on souhaite en fait, et c'est extrêmement intéressant dans les déclarations du patron d'Apple, c'est qu'on souhaite en fait que l'Europe ait, grâce au RGPD, poser un jalon en termes de ce qui est acceptable dans l'exploitation des données, et en tous les cas que cette exploitation des données ne se fasse pas à l'insu des personnes, mais que les personnes aient une maîtrise de leurs données. Donc l'Europe a en effet mis un tout petit peu de temps, mais est arrivée à avoir un texte qui est ambitieux, et l'objectif maintenant de l'Union européenne et notamment des CNIL européennes, c'est de faire de ce règlement un standard sur lequel progressivement un certain nombre d'autres zones économiques et dont pourquoi pas les États-Unis, eh bien s'y réfèrent de façon à tirer vers le haut la protection des données, parce qu'on se rend compte que ça devient un sujet majeur, que de plus en plus il y a des atteintes à la vie privée avec des failles en matière de sécurité informatique, des scandales de traitement de données à l'insu des personnes avec des conséquences parfois extrêmement dommageables ou pour elles-mêmes ou pour la démocratie. Et donc l'idée c'est de faire en sorte que ce règlement soit copié et se diffuse dans l'ensemble des autres zones mondiales. Virginie Rosière, eurodéputée en direct de Strasbourg sur RFI. Pour vous, est-ce possible de mettre une taxe GAFA à l'échelle du monde ? A contrario, si on reste uniquement au niveau européen, est-ce que ces géants du web ne vont pas contourner le système ? Alors, si vous me permettez, je vais juste dire un petit mot sur la réaction de Tim Cook, parce que je trouve qu'elle est assez révélatrice de ce que peut faire et de ce que peut impulser l'Union européenne, y compris à l'échelle mondiale. Je pense que la réaction de Tim Cook, elle n'est pas juste altruiste, éthique, préoccupée de l'intérêt général. C'est simplement de voir que la préoccupation justement de la protection des données, de la protection de la vie privée, elle est grandissante dans l'esprit des consommateurs et des utilisateurs, et c'est se dire aussi que c'est un élément de compétitivité, et si il n'y a pas on va dire une incitation pour les entreprises américaines à développer des services qui soient plus respectueux de ce type d'attente et donc de la protection des données, eh bien, quelque part, ce sont les entreprises européennes qui, elles, y sont soumises, qui auront peut-être un avantage comparatif à l'avenir. Donc je pense qu'il y a aussi un volet très, très pragmatique. Et après, s'agissant de la taxe dite GAFA, en fait, qui est une taxe sur l'activité numérique, sur la publicité, sur les revenus justement engendrés à partir de la collecte de données, on a toute légitimité à l'appliquer sur le sol européen. D'ailleurs, ça n'est pas. Donald Trump avait essayé de présenter ça comme un élément dans la guerre économique de discrimination des entreprises américaines, mais l'idée, elle est que cette taxe s'applique à toutes les entreprises qui opèrent sur le sol européen, donc basées ou non en Europe, mais en tout cas qui ont une activité sur le sol européen, sans discrimination, qu'elle soit américaine ou européenne. Et effectivement, on entend quelques opposants, mais dont je pense que les intentions ne sont pas exactement une réelle volonté d'avoir une solution mondiale. Dire qu'il faudrait une solution au niveau de l'OCDE, que l'Union européenne ne peut pas agir seule. Elle en a les moyens, on le voit avec le RGPD d'ailleurs, puisque elle l'a fait au niveau européen, et on est plutôt dans une dynamique où c'est une préoccupation qui s'étendrait, et un cadre et des règles qui s'étendraient au-delà du seul périmètre européen. Mais en matière de fiscalité, on a des propositions de l'OCDE sur des modalités de calcul de l'impôt des sociétés qui seraient harmonisées. Ce serait une très bonne chose, et d'ailleurs on a des propositions en cours de discussion au Parlement européen, au Conseil, qui sont très intéressantes dans cette voie-là, mais ce sont des propositions de long terme, et je pense qu'au contraire, mettre en place des solutions de court terme efficaces, mais qui marquent une volonté claire de l'Union européenne d'avancer en ce sens, c'est de nature à faire bouger les choses aussi plus vite à l'échelle mondiale, et comme on le voit sur la question du RGPD. Adrien Delgrange. Le débat du jour, nous nous intéressons à l'influence des GAFA. Les données personnelles que nous laissons sur Internet peuvent aussi parfois influencer des élections présidentielles. On se souvient du scandale Cambridge Analytica, cette entreprise britannique utilisée par Donald Trump durant sa campagne pour la présidentielle de 2016 aux États-Unis, a analysé les données de dizaines de millions d'utilisateurs à leur insu, et ce dans le but de les influencer dans leur vote. Je me tourne toujours vers vous, Virginie Rosière, en tant
donc élu eurodéputé. Que fait le Parlement européen pour lutter contre d'éventuels agissements de la sorte ? Alors, déjà, on a effectivement réagi aux révélations du scandale sur Cambridge Analytica et les exactions de Facebook. On a auditionné, c'était un petit peu frustrant, mais Mark Zuckerberg au Parlement européen. Également, Nils Wilke, le lanceur d'alerte qui a révélé le scandale. On avait des engagements de Facebook de produire les résultats d'un audit indépendant et d'analyser les causes. Pour l'instant, on n'a absolument aucune réponse à nos questions. C'est pour ça que demain, au Parlement européen, nous voterons une résolution qui fait le point sur les engagements qui ont été pris et qui ne sont aujourd'hui pas remplis. Et puis, plus généralement, on sent qu'on a différents textes qui sont sur la table pour poser un régime de responsabilité des plateformes aujourd'hui, que ce soit en matière de respect de la loi, de diffusion d'informations, de respect de règles commerciales. En particulier, on a un règlement qui vise à encadrer les relations entre les plateformes numériques et puis les services qui sont distribués sur les différentes plateformes pour éviter que, par exemple, les conditions contractuelles qui s'appliquent sur les tarifs soient exorbitantes ou que on ait du déréférencement sauvage qui en fait écarte des services, par exemple des magasins d'applications. Donc ça, c'est un certain nombre d'aspects législatifs. Plus généralement, je pense qu'on a une exigence citoyenne à avoir sur la transparence des algorithmes, parce que Facebook, vous l'avez dit, aujourd'hui façonne largement l'opinion, est un média qui diffuse de l'information avec des mécanismes de priorisation, de classement des informations sur lesquelles on n'a absolument aucune visibilité. Et là, je pense qu'on a un vrai enjeu démocratique. Thomas Dautieu, directeur adjoint de la conformité à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Dites-nous si le règlement général sur la protection des données, le RGPD, permet de lutter contre ce genre de manipulation des électeurs. Alors oui, parce que un des grands principes du RGPD, c'est la transparence vis-à-vis de l'utilisation des données. Donc, quel que soit celui qui va traiter vos données, que ce soit une grande plateforme numérique ou n'importe quel autre commerçant en ligne ou hors ligne d'ailleurs, eh bien, il doit vous dire ce qu'il va faire des données. Il doit vous dire à qui il va transmettre ces données, le cas échéant, et il doit vous mettre en mesure d'exercer un certain nombre de droits, d'accéder aux données, de les porter d'une plateforme à une autre, ou de vous opposer à ce que ces données soient traitées. Donc, ces droits, ils sont extrêmement importants. Et dans l'affaire de Cambridge Analytica, je vous parlais de cette coopération entre CNIL européennes. Comme c'est une société anglaise, c'est donc l'ICO, la CNIL anglaise, qui est en train de mener des investigations et qui nous tient évidemment informés aux autres CNIL européennes sur l'avancée de ces investigations et le cas échéant des suites qu'elles comptera y donner. Donc on est vraiment pleinement dans cette coopération européenne qui est posée par le RGPD, et au-delà du texte, eh bien c'est quelque chose qui marche, qui fonctionne. Les CNIL discutent et elles se coordonnent entre elles pour permettre un haut niveau de protection des données des citoyens européens. Et en guise déjà de conclusion, l'Europe face aux géants d'Internet, j'ai envie de dire Strasbourg et Bruxelles face à la Californie et la Silicon Valley, ferons-nous le poids face à ces géants ? Alors, il y a un des éléments du règlement, c'est en effet un rehaussement des sanctions, mais honnêtement, on est sûr que, en tout cas, on est convaincu à la CNIL que c'est pas contraindre qui fera avancer les choses. Il faut aussi convaincre. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la protection des données devient un sujet majeur du XXIe siècle, devient un sujet majeur de préoccupation des personnes, et on espère que l'ensemble des acteurs vont se mettre à rentrer dans la philosophie du règlement pour permettre vraiment d'assurer une vie privée des personnes. Et vous, Virginie Rosière, en guise de conclusion, en quelques secondes ? Oui, je pense, parce que quand on voit justement que sur le RGPD, il y a quelques années, les entreprises directement concernées, y compris les GAFA, nous expliquaient que ce serait un drame, que ça empêcherait leur activité, que ce serait la fin d'Internet quasiment. Finalement, le règlement est en place, il est protecteur, et on a même aujourd'hui le patron d'un géant du numérique qui nous explique que c'est l'avenir et que ce sont des règles qu'il faut étendre parce qu'elles sont bonnes pour tout le monde, à la fois les entreprises du secteur et surtout les utilisateurs qui sont mieux protégés. Donc ça a été vrai pour les... Merci à vous d'avoir écouté en direct ce débat sur Radio France Internationale.